Merci de votre accueil, merci de votre présence. Je crois que j'ai un temps limité, je n'ai pas 3 jours. Donc je vais essayer dans un premier temps, en ayant rappelé un peu mon chantier, d'aborder la question de l'efficacité, ce qui remonte à un moment plus ancien de mon travail. Et puis donc dans le second temps, tel que vous avez aménagé les choses, parler de l'écart, de l'antre, et de ce qui, je crois, nous réunit ici, à savoir la pensée de la transformation. Est-ce que le terme d'ailleurs de transformation est le meilleur? Je n'en suis pas sûr. Alors, mon chantier s'est ouvert entre la pensée européenne et la pensée chinoise, ou je dirais plutôt la langue pensée européenne et la langue pensée chinoise, habité par une question qui est celle de, qui est banale, cette formule courante quand on dit « nous sommes héritiers des Grecs », que sait-on de cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti? Donc j'ai choisi de sortir du domaine de la pensée grecque et plus largement européenne pour y trouver un dehors de la langue, dehors de l'histoire en Chine. Et donc j'ai essayé dans tout ce temps de découverte d'une autre culture, de dépaysement, d'explorer les écarts possibles entre langue et pensée chinoise d'un côté, et puis d'un autre côté, des deux côtés du grand continent, et de l'autre côté européen. Jusqu'où les écarts sont-ils possibles et comment organiser un vis-à-vis entre ces pensées? J'essaie de penser entre la pensée européenne et la pensée chinoise, de façon à reconsidérer nos questions en les traversant d'une inquiétude qui vient de ce qu'il n'y a pas nécessairement coïncidence, répétition entre les pensées et entre les langues. Alors, je parlerai d'abord, d'un premier temps, de question qui est censée vous intéresser tous, celle de l'efficacité, pour essayer d'organiser ce vis-à-vis des pensées et des langues. Comment peut-on être efficace? Alors, du côté grec, européen, la réponse est assez simple. Pour être efficace, je fais un plan. Je fais un plan que je projette sur l'avenir. C'est-à-dire, je trace un idéal, un devoir-être. Je projette. Je projette ce plan avec ce qui s'enchaîne, à savoir le rapport théorie-pratique. Je conçois en vue du meilleur et ensuite, je me force à appliquer ce meilleur projeté dans la réalité, à le faire entrer dans la réalité. Avec ce grand couplage de la raison classique en Europe, l'entendement qui conçoit en vue du meilleur, construit le modèle, le plan, et la volonté qui va s'investir ensuite pour faire entrer cet idéal dans la réalité, avec ce que ce faire entrer peut impliquer de forçage. Plan de guerre, et ensuite engagement des opérations, courbe de croissance. Et d'abord, sur le plan politique, concevoir le meilleur, l'idéal, et l'appliquer théorie, pratique. Je crois qu'on a du mal, du dedans de la pensée européenne, à sortir de cette conception. Or, passant par la pensée extérieure de la Chine, extérieure durant si longtemps, on se rend compte que ce qui a dominé la pensée grecque, celle de la forme modèle, projetée, ne se retrouve pas du côté chinois. Et ce côté chinois, vous le connaissez bien, puisqu'il est titré de noms célèbres, le Sun Tzu, Sun Bin, les arts de la guerre, bref, une littérature que tout manager se doit d'avoir en poche. Je vous préviens, aucune bonne traduction en français. Mais ces arts de la guerre de la Chine ancienne, première question, mais pourquoi en Chine? Pourquoi en Chine et pourquoi seulement en Chine des arts de la guerre? Pour une raison qui n'est dite ni du côté européen ni du côté chinois, mais que la mise en rapport fait apparaître, c'est que si l'on parle des arts de la guerre, la première chose qu'on comprend, c'est que la guerre, on ne l'a pas tout seul. On l'a fait face à un adversaire. Donc, il y a une relation, une corrélation entre moi et l'autre, corrélation antagoniste, mais corrélation néanmoins, qui fait que nous formons couple. Or, vous savez que la pensée chinoise est une pensée des opposés complémentaires, donc qui a commencé à appréhender le monde sous la figure de la corrélation. Vous connaissez les fameux yin et yang. Pour dire chose, je dis est-ouest. Bref, pour dire monde, je dis le ciel et la terre. Donc il était logique que la pensée chinoise soit à l'aise pour penser cette relation antagoniste
que nous appelons la guerre. Donc quand nous tournons vers la pensée chinoise, nous ne trouvons pas cette notion de plan et ensuite d'application, notions qui ont structuré l'intelligence européenne, mais plutôt celle de situation, configuration, terrain, comme on dit terrain des opérations, et puis de ce que j'appellerais, en le traduisant du chinois, potentiel de situation. Donc c'est un nouveau couple auquel on a affaire, et donc vous voyez qu'il procède en fait non pas d'une réélaboration théorique de ce qu'il faudrait faire, mais d'une inspection de quoi ? Mais de ce dont la situation est porteuse à titre de ressource. L'idée, c'est que la situation est une mine, c'est elle qui est la ressource. Et c'est donc, il faut commencer par repérer, détecter au sein de la situation telle qu'elle est, ce qui pourra, disons, sur quoi je pourrais m'appuyer. Souvent un terme en français commun quand on dit « c'est porteur ». En français commun ou en français technique, un marché porteur, des facteurs porteurs. Porteur signifie quoi ? Ça signifie que il n'y a pas seulement moi, sujet concevant et voulant, mais la situation elle-même peut me porter, que je peux m'appuyer dessus pour, oui, me laisser porter par elle et réussir. Non, donc quand nous disons c'est porteur, je crois que ce terme est à interroger. Ça signifie que toute l'initiative ne vient pas de moi, sujet concevant et voulant, mais qu'il y a à repérer, détecter au sein de la situation les facteurs qui sont favorables, par lesquels je pourrais me laisser porter. Ce qu'on appelle en chinois classique les pleins et les vides. Et donc, la pensée stratégique chinoise commence non pas par projeter un plan, mais par détecter eh bien, des facteurs favorables dans la situation telle qu'elle est, de les repérer, de les détecter, pour ensuite eh bien, en tirer parti. Oui, une image commune que nous avons aussi dans le langage comme ça courant, quand on dit surfer. Surfer, c'est pas modéliser puis appliquer. Surfer, c'est voir d'où vient la vague et comment c'est porté par elle, eh bien, sans, disons, tomber jusqu'à aboutir. Alors, je crois qu'il faut interroger ce vocabulaire courant commun parce que l'expérience dépasse notre cadre théorique et ce que nous avons pu élaborer à titre de concept. Ce qui est important, c'est que la pensée chinoise a conduit ça loin, et notamment à dire ceci, que courage et lâcheté, que nous prenons pour vertu ou défaut humain, sont des effets de potentiel de situation. Ce n'est pas que je suis lâche ou courageux, moi, sujet. C'est que la situation, si je fuis, c'est que la situation m'était défavorable. Et si je résiste, ou plutôt si je l'emporte, ce n'est pas forcément parce que je suis courageux en termes moraux, c'est parce que j'avais la situation dans mon sens et qu'elle m'a conduit à ce succès. Ce qui fait apparaître face à la modélisation qui a dominé la pensée européenne de l'efficacité, une autre ressource d'efficacité, je crois que dans la pratique nous croisons les deux, qui sera celle donc de la maturation, faire mûrir le potentiel de situation. Il y a dans la physique classique européenne un théorème du potentiel de situation. On vous dit, si vous accumulez de l'eau en haut d'une pente, vous pouvez calculer avec quelle force, en fonction de la pente et de la masse d'eau accumulée, avec quelle force l'eau va dévaler. C'est cette image que vous trouvez, sans rapport du tout évidemment d'influence, dans le Sun Tzu. On vous dit que le bon général manie ses troupes comme de l'eau en haut d'une pente. Donc je crois que cette notion de potentiel de situation est à réfléchir parce qu'elle peut être ressource pour nous pour penser l'efficacité. Alors si je construis un peu plus loin ce vis-à-vis de la pensée chinoise et de la pensée européenne de l'efficacité, du côté européen, je retrouve ce que les Grecs nous ont appris et dont nous avons tant de mal à sortir, qui est de penser en termes de moyens et de fins. Le plan projeté, l'idéal conçu, servent de fin, telos en grec. Donc, je reprends cette question. Du côté grec, européen, nous avons donc associé les deux, la forme modèle et la notion de but. La forme modèle eidos en grec qui est posée donc comme telos, comme but vers lequel on va. Ce qui a donc instauré dans la pensée de l'efficacité l'idée de moyens et de fins.
Ça, c'est la grande construction grecque. Les Grecs nous disent tout ce que nous faisons est en vue de quelque chose. Même Aristote nous dit, si je me promène, c'est en vue de la santé. J'ai toujours un but qui légitime mon action. Sinon, elle est vaine. Et nous avons du mal à penser notre action, effectivement, en sortant de ce cadre des moyens et des fins. Or, si je me tourne du côté de la pensée chinoise, nouveau dérangement, la Chine ne pense pas en termes de moyens et de fins. Parce que du côté grec, c'est à la fois du point de vue, disons, stratégique, et aussi du point de vue éthique. Toute notre conduite doit aboutir à quelque chose, ce télos, on parle de téléologie, qui tire cette chose, n'est-ce pas, à elle, notre action. Les Grecs ont pensé ainsi en découpant dans la conduite un point de départ, principe, arché, commencement, commandement, et un point d'arrivée. Ce n'est pas banal, même si nous sommes tellement habitués à cette façon de penser. Si je me tourne du côté chinois, il n'y a plus ce rapport des moyens et des fins, mais un autre rapport logique qui est de condition à conséquence. Toute efficacité, c'est d'aménager en amont des conditions telles que l'effet ensuite découle en aval. Donc ce n'est pas de l'ordre de la visée, c'est quelqu'un qui appelle scopos. Non, c'est d'aménager la situation en favorisant ce potentiel de situation, ayant détecté les points favorables et les points défavorables, faire croître, faire mûrir les points favorables, et du même coup, faire décroître les points défavorables. Et quand le différentiel entre les uns et les autres est suffisant, différentiel de potentiel de situation, j'engage le combat, j'ai déjà gagné. Donc, rapport de condition à conséquence. Au fond, l'efficacité chinoise, c'est d'aménager la situation progressivement, la faire évoluer de sorte qu'elle s'infléchisse comme une pente par laquelle les effets vont découler. Donc, en captant l'immanence, et non pas en imposant, schéma de transcendance, un plan qui pourrait comme ça dominer notre action. Alors, cela a été poussé très loin, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des formules comme ça célèbres du Sun Tzu qu'il faut réfléchir. Quand il est dit notamment que les troupes victorieuses sont des troupes qui ont gagné avant d'engager le combat. Et que les troupes vaincues, par conséquent, sont des troupes qui n'ont cherché la victoire qu'au moment du combat. Ça signifie que quand on engage le combat, c'est déjà réglé. Le potentiel de situation est d'un côté ou de l'autre. Et le résultat du combat n'est que la résultante de ce potentiel de situation. Vous voyez pourquoi, d'ailleurs, la pensée chinoise de l'efficacité, les premiers livres de stratégie, a éliminé tout ce qui était ce flou qui pouvait enrober l'action, ce qu'on a appelé le destin, les dieux, la chance, la fortune. Non, tout ça est éliminé. Et il est dit dans le Sun Tzu, à la guerre, il y a 3 mots en chinois, Zhanbute. La guerre, ça ne dévie pas. La guerre, ça ne dévie jamais. La guerre, c'est toujours la résultante du potentiel de situation. Que ce soit les facteurs moraux ou physiques, tout s'intègre dans ce. Donc il est dit ainsi, alors une phrase qui est forte et qui a étonné les premiers traducteurs de ce livre, quand il est dit « Du grand général, il n'y a rien à louer, ni grande sagacité, ce que serait le plan, ni grand courage. » Du grand général, il n'y a rien à louer. Ça signifie que les généraux qu'on songe à louer sont de piètres généraux. Ça signifie que le vrai bon général est quelqu'un qui a si bien su repérer en amont le potentiel de situation, les facteurs favorables, qui a si bien su les faire mûrir discrètement, continuellement, que quand finalement il engage le combat, il a déjà gagné, et on ne songe même pas à l'en louer. Ce qui a conduit à ce thème étonnant, en tout cas qui a étonné les premiers traducteurs de ce livre, il y a plus de 3 siècles, cette formule du Sun Tzu quand il est dit « le général, le bon général, le vrai bon général remporte des victoires faciles ». Alors que toute la stratégie européenne nous dit que l'effet est d'autant plus grand qu'il a été difficilement acquis. Il suffit de lire Clausewitz dans son De la guerre au début du XIXe siècle, il ne cesse d'établir cette équation que plus ça a été difficile à obtenir, comme l'effet de surprise, plus cela a d'effet ensuite. Nous avons donc conçu la stratégie de façon héroïque.
sur ce mode donc de vaincre la difficulté. Et peut-être qu'on pourrait la concevoir aussi autrement, dans cette conception de cette façon de capter ce qui dans la situation est favorable, lui faire mûrir et finalement être porté par ces facteurs favorables jusqu'au fait de réussir. Donc, peut-être ne plus concevoir l'efficacité seulement en termes de fins projetées, donc de moyens et de fins, mais en termes non pas donc de modélisation, mais de maturation, et donc de conditions à conséquence. Alors, il y a un troisième terme essentiel dans la pensée de l'efficacité en Europe, c'est l'action. Il ne s'agit pas seulement de construire un plan, autrement dit de modéliser, il s'agit tout autant, ensuite, n'est-ce pas, de se mettre à agir. Théorie, pratique, pratein en grec, c'est faire. Comme on dit de façon peut-être un peu étrange, un homme d'action. Donc nous avons couplé, d'une part, la conception, modélisée, et puis ensuite l'engagement de la volonté, qui va s'acharner à faire entrer cet idéal dans la réalité. Avec ce que je fais rentrer, je l'ai dit, à nécessairement de forçage. L'action. Vous savez d'ailleurs que la littérature européenne, et pas seulement européenne, dans le monde en général, commence par l'épopée. L'épopée, c'est le récit des grandes actions, et donc des grands forçages dans l'histoire pour essayer d'imposer un dessein. Vous savez sans doute que la tradition chinoise n'a pas d'épopée. Non pas qu'on l'ait perdue, elle n'a pas été conçue. Parce que dans la vision chinoise, l'épopée, c'est vain. C'est un renforçage pour quasiment rien. Vous savez aussi que le grand mot de la pensée chinoise, c'est non-agir. Wu-wei. Là, on s'est beaucoup mépris sur ce non-agir, parce que ce n'est pas non-agir par des intérêts ou des engagements ou passivité. Il suffit de fréquenter nos amis chinois pour voir qu'ils ne sont ni passifs ni désengagés. Non, c'est un non-agir pour plus d'efficacité. Alors la formule, il faut l'entendre entièrement. Wu-wei, non-agir, wu-wei, non-agir, mais qu'il n'y ait rien qui ne soit pas fait. Avec ce mot, en chemin classique, des mots pleins et des mots vides, ce mot vide, qui signifie aussi bien mais et de sorte que, la concession ou la conséquence. Donc, ne rien faire mais que rien ne soit pas fait, ne rien faire de sorte que rien ne soit pas fait. C'est ce qu'on a tous, n'est-ce pas? Un jour, on a beaucoup fait. Qu'est-ce qu'on dit le soir? Tout ce que j'ai pas fait. Donc, plus vous faites apparaître du non-fait. La logique stratégique que j'évoque comme ça, en contrepoint, est de dire qu'au fond, plutôt que de faire, ce qui est fatigant, d'une part, et ce qui en même temps est toujours local, est toujours comme ça exposé à résistance, parce qu'il faut faire entrer son action dans le cours des choses. Et se faire entrer est toujours, n'est-ce pas, un forçage de la situation. Il faut essayer de capter ce que la situation donc, porte en elle-même de facteurs favorables. Alors, il y a une anecdote que je rapporte souvent à cet égard parce qu'elle n'est pas du champ stratégique, mais je la prends dans le Mencius, donc dans la tradition morale chinoise, qui est celle d'un paysan qui rentre le soir chez lui et qui dit à ses enfants « Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait, j'ai tiré sur les pousses de mon champ, parce que je veux que ça pousse. Donc je tire sur les pousses, une par une. Effectivement, c'est fatigant. Et quand les enfants arrivent devant le champ, tout est desséché. Mais je te dis, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Vous voulez que ça pousse? Vous tirez sur les pousses. Donc vous forcez l'effet. Vous forcez l'effet, vous produisez du contre-effet. On pourrait dire, bon, dans ce cas-là, je reste au bord du champ. Je regarde pousser, j'attends que ça pousse. Ni l'un, ni l'autre. Ni l'activité, ou l'activisme, ni non plus la passivité. Que faut-il faire? Ce que tout paysan sait. De temps en temps, prendre sa bêche et biner, sarcler. Biner, sarcler au pied de la pousse, favoriser la poussée. Parce que la poussée de la plante, elle est dans la situation, c'est la graine, dans la terre, qui ne demande qu'à pousser. Ce qui revient donc, ça s'appellera le coaching, l'accompagnement, c'est donc de favoriser la poussée. Non pas la forcer, mais la favoriser. D'où cette belle formule du Lao Tzu quand il est dit « aider ce qui vient tout seul ». Favoriser favorable. Ou comme on dit, ce qui rappelle ce sens de ciel en chinois, « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc comment, si vous voulez, faire que la situation, telle qu'on sait l'induire, plutôt que la conduire, puisse progressivement
Oui, porter ces facteurs favorables qui conduiront à réussir. Alors, que mettra-t-on en face de l'action du côté européen, grec, la praxis? Je mettrai du côté chinois, que j'appellerai, d'un premier terme tâtonnant, la transformation. Le sage chinois n'agit pas, il transforme. Hua en chinois. C'est la figure dominante de la pensée chinoise. Le sage transforme les mœurs de la société. Le stratège transforme la situation. Transformer. Transformer, même je déterminerai plus précisément ce terme de transformer par transformation silencieuse. Parce qu'autant l'action est visible, se démarque et s'impose, autant la transformation, elle se fait comme ça, dans la continuité, en silence. J'ai dit silencieuse, parce que nous avons fait le choix, nous, du côté européen, du côté grec, de privilégier la vision. C'est le grand parti pris de la pensée grecque, pensée donc de l'objet. Le sujet-objet, l'objet, c'est ce qui est objectum, c'est ce qui fait obstacle à la vue. Le privilège de l'œil, première page de la métaphysique d'Aristote, et le fait que, donc, comme dit Aristote, l'œil, c'est ce qui est plus proche du cerveau. C'est le sens, si vous voulez, qui est le sens dominant. Et puis, quand l'œil ne voit plus, c'est l'esprit qui voit. Chez Platon, homas aspykes, l'œil de l'âme. Nous avons été sous prestige de la vue. Le chéri de passer du côté chinois, c'est d'accorder attention à un autre sens, qui n'est pas la vue, qui est l'ouïe, l'oreille. Vous avez vu d'ailleurs des figures de sages chinois, ils ont souvent de tout petits yeux et de grandes oreilles. Et l'oreille, quelque part, c'est le contraire de la vue. En tout cas, je vais les opposer. Parce que la vue, elle va chercher dans le monde, et elle est locale. Locale et discontinue. J'ouvre les yeux, je ferme les yeux. Je regarde ici, je regarde là. Le sens du local et du discontinu. Louis est l'inverse. Louis ne va pas chercher dans le monde, Louis accueille, recueille. Et Louis n'est pas le sens du local, mais du global. J'entends derrière la tête. Elle n'est pas le sens du discontinu, mais du continu. On dit fermer l'oreille, on entend toujours. Donc, et vous voyez qu'en chinois contemporain encore, on dit, pour dire intelligent, on dit songming. On dit entendant, voyant. D'abord l'entente, après la vue. Les deux sont corrélés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'entendre? Entendre ce qui vient du monde, entendre pour justement accueillir et pouvoir tirer parti sans commencer par choisir et déterminer. Donc, transformation silencieuse, parce que c'est des transformations qui se font comme ça dans la durée et sans même qu'on s'en rende compte. En tout cas, dans le rapport antagoniste à la guerre, l'autre ne voit pas ce qui se joue, ce qui se trame de transformation qui s'opérant à son insu. Transformation, donc, silencieuse. Donc, vous voyez, qui met en question ce que nous avons tant, nous, qui a tant attiré sur la figure de l'événement, qui capte l'intérêt. Je dirais, par exemple, que Deng Xiaoping, à l'époque contemporaine en Chine, a été le transformateur silencieux de la Chine. D'une Chine socialiste et pauvre, il a rendu à sa mort une Chine, disons, hyper capitale, hyper boulimique d'enrichissement et, disons, sans événement, sans, disons, par une transformation continue, qui était donc l'inverse de la révolution précédente. On l'a appelé le petit timonier, pas seulement parce qu'il était petit en taille, mais parce que, justement, c'était pas le grand timonier porteur de je ne sais quoi, mais voilà, opérant dans cette transformation silencieuse et continue. Donc, je crois qu'il faut penser ce que peut être la capacité de transformer par infligissement, par induction discrète, de façon à ce que le résultat mûrisse de lui-même et sans forçage. Mais il ne s'agit pas pour moi du tout de prôner l'un contre l'autre, de vous vendre la Chine. Il s'agit plutôt de voir comment organiser le vis-à-vis des deux et comment croiser les deux. Autant dire que je reste grec, malgré tout ce que je viens de dire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pourquoi modélise-t-on? Est-ce que modélise pour appliquer? Je ne suis pas sûr. Les gars n'étaient pas si sots. On ne modélise pas vraiment pour appliquer, on modélise pour quoi? Pour se concerter, pour discuter, pour faire de la démocratie. On ne peut pas faire de démocratie sans modéliser. On ne peut pas faire de démocratie sans tracer un programme. Vous voyez les programmes électoraux, on ne les conçoit pas pour les appliquer, ça on sait bien. On les conçoit pourquoi? Pour faire de la démocratie, pour discuter, pour débattre, pour choisir. Donc c'est quelqu'un que vous savez bien. La vertu du modèle n'est pas dans son application,
comme on le croit trop aisément. Platon là-dessus est très clair. Il est dans la capacité d'ouvrir des choix et donc de délibérer. Parce que la pensée du modèle est essentielle à la démocratie. Je pense à la démocratie en entreprise. On ne modélise pas entreprise quand on dit dans 5 ans, dans 10 ans, pour appliquer ce qu'on projette, parce qu'on sait bien que la situation va changer et que ce qu'on va décider aujourd'hui comme mesure sera bien vite périmé. Mais on projette pour pouvoir justement discuter, se concerter et se mobiliser. Donc je dirais, on modélise pour mobiliser. C'est vrai aussi dans l'entreprise. Et puis on fait mûrir pour réussir. Donc je crois qu'il serait important de savoir croiser les deux, la modélisation et la maturation. Et qu'on peut relier dans notre histoire cette lumière, la lumière de ces deux concepts, ces deux conceptions. Si je prends les dirigeants chinois, on voit bien comment ils ont su faire mûrir. J'ai parlé de Deng Xiaoping. Mais si je me retourne dans notre histoire française, si je prends quelqu'un comme le général de Gaulle, on l'a appelé grand homme, pourquoi? Parce que je crois qu'il a su faire les deux, et mobiliser par la modélisation, et faire mûrir pour réussir. Prenez le 18 juin 40, on peut le lire à l'européenne, sur le mode héroïque, le nom de résistance, du grand sujet. Et puis on peut le lire à la chinoise. C'est-à-dire que le 18 juin 40, il n'y a plus de potentiel de situation en France. Et s'il reste là, eh bien, il sera prisonnier ou, disons, tué. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme font tous les dirigeants chinois, il cherche une marge pour se faire tolérer. On dit en Chine, dans le plus ancien livre de la Chine, le classique des poèmes, on dit « Quand le monde est en ordre, on peut y participer. Quand le monde est en désordre, on se fait tolérer. On se retire sur la touche, on fait le gros dos, parce qu'on sait que tout se transforme, que la situation n'est pas comme ça, étale et éternelle. Non, qu'elle est en transformation. Donc si aujourd'hui je n'ai aucun potentiel de situation, si je m'engage, je suis mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de passer cette mauvaise passe pour réamorcer du potentiel de situation. Je dirais, c'est ce qu'a fait Mao après la longue marche. C'est le sens même de la longue marche, se retirant à Yan'an, mais c'est ce qu'a fait Chiang Kai-shek en s'y retirant à Taïwan. On cherche une marge pour se faire tolérer de l'histoire et pouvoir réamorcer discrètement du potentiel de situation qu'on pourra faire mûrir jusqu'à pouvoir réussir. Je dirais qu'au fond, le 10 juin du général de Gaulle, on peut dire de deux façons. Le nom héroïque de résistance, mobilisant, mais si peu entendu à l'époque, et puis passer à Londres pour réamorcer discrètement du potentiel de situation qui fait mûrir et qui fait que quand il rentre effectivement en 1944 en France, il a le potentiel de situation. Il peut ainsi s'imposer. Donc je crois qu'au fond, ce qui nous revient aujourd'hui, c'est de croiser, non pas confondre, mais de croiser les ressources. À l'époque où nous avons la mondialisation, qui est une sorte de grosse machine à uniformisation, à standardisation, une sorte de rouleau compresseur qui vient comme ça écraser les écarts de culture et de pensée, non, au contraire, voir la chance de notre époque comme étant l'ouverture de ressources diverses et de pouvoir donc les croiser. Le sujet à venir n'est pas un sujet d'une autre figure que précédemment. Je pense que c'est un sujet qui est agile parce qu'il sait justement tirer parti des ressources d'un côté et de l'autre. Je crois que c'est d'ailleurs une ressource de la Chine aujourd'hui qui, à la fois son clavier et puis le clavier occidental, les baguettes et la fourchette, disons, médecine chinoise et médecine européenne, c'est de pouvoir justement tirer parti des ressources diverses pour les croiser, pour les réfléchir et pour les accoupler. Et qu'au fond, c'est peut-être ce qui est l'intelligence à venir, cette capacité de tirer parti des ressources diverses pour, penser leur coopération. Peut-être que je m'arrête là parce que je crois que mon temps s'achève, mais je voudrais vraiment faire signe vers cette possibilité de coupler les ressources. Et au fond, notre intelligence n'est pas finie. Comme on le croyait à l'époque classique dans la philosophie européenne, je pense qu'elle est en chantier. Elle est en chantier et plus nous traversons d'intelligibilités diverses, notre intelligence est amenée à se déployer. Donc je crois que c'est la chance de notre époque à l'encontre de l'uniformisation et de la standardisation qui nous menace. Merci de votre attention.
l'entre, en fait, j'en avais parlé, puisque je dis que je commençais par situer mon travail entre deux langues de pensée, d'un côté l'européenne, de l'autre la chinoise. Et je voudrais maintenant faire peut-être autre chose, qui est préciser ce que peut être la position du coach, j'entends la posture du coach, à partir de deux concepts, qui seraient donc l'écart et l'entre. Oui, parce que j'ai le sentiment, voyant ça de loin, n'ayant qu'une pratique de la chose, que la notion de coach qui s'impose à nous aujourd'hui reste peut-être trop vague, trop incertaine, et peut-être aussi trop de l'ordre de la bonne volonté. Ces notions qui font du bien, comme on dit. J'ai appris qu'il y avait un prix qui venait d'être créé, le prix du livre qui fait du bien. Sinon, je me méfie. Je me méfie. Donc, la question, c'est comment passer d'une orientation qui reste vague, même si j'entends bien qu'elle est mise en pratique, et mise en pratique dans des métiers, à quelque chose qui serait davantage conçu, et donc conçu avec des concepts. Vous savez, c'est le propre du philosophe, en tout cas son rôle, en tout cas sa vocation, que d'élaborer des concepts comme des outils de pensée, pour essayer de penser de façon un peu plus claire. Alors d'abord, le concept d'écart. Et je commencerai par l'aborder par une différence avec le concept de différence. Quelle différence entre différence et écart? Et pourquoi non pas je récuserai, mais je m'écarterai du terme différence pour préférer celui d'écart. Mais la différence, ce qui la caractérise, c'est qu'elle classe, elle range. Elle range en définissant des identités, comme dit Aristote, de différence en différence, jusqu'à l'essence de la chose, livrée dans sa définition. Donc la différence, elle range. C'est le grand outil des typologies, des classements, la grande notion d'Aristote. D'autre part, elle isole. Elle range et elle isole. Les deux vont ensemble, d'ailleurs. En rangeant, nous isolons. Elle isole, la preuve, c'est quand vous établissez une différence entre A et B, une fois que vous avez obtenu la définition de A par différence avec B, vous laissez tomber B et vous gardez A dans sa définition. Donc la différence range et isole. Je préférais le terme d'écart parce que l'écart dérange. Dérange. Faire un écart, on le dit communément, un écart de langue, un écart de conduite. C'est un grand terme dans la langue de Sade, les écarts de conduite. Faire un écart, c'est donc sortir de l'attendu, sortir du convenu. Juger d'abord de façon souvent négative. Il a fait un écart. Mais justement, en sortant de l'attendu, en sortant du convenu, l'écart est exploratoire. La question, c'est jusqu'où va l'écart? L'écart est exploratoire, il est aventureux, il est heuristique. Moi, dans mon travail entre pensée chinoise et pensée européenne, j'ai essayé d'explorer les écarts. Jusqu'où vont-ils entre pensée chinoise et pensée européenne? Non, pas du tout, comme on l'a cru, faire du comparatisme. Je ne suis pas en train de ranger des différences et des ressemblances. Je ne compare pas. J'organise un vis-à-vis réflexif où chaque langue pensée puisse se réfléchir par écart dans l'autre. Et donc pour dire un dérangement de la pensée. Mais surtout la vertu de l'écart, non seulement l'écart au lieu de ranger dérange, mais l'écart, au lieu de laisser tomber l'autre, au lieu d'isoler, l'écart maintient l'autre en regard. L'écart maintient l'autre en regard. L'écart n'est pas seulement une distance. Non, cette distance, elle a la vertu de maintenir l'autre en regard. Et maintenant l'autre en regard, de ce même fait, elle fait apparaître de l'antre. L'écart fait apparaître de l'antre, puisque l'autre est en regard, entre l'autre et moi, de l'antre apparaît. Et c'est dans cet antre, ouvert par écart, que je vois la possibilité de promouvoir un commun. Mais un commun effectif. Il y a deux façons de comprendre le commun. Commun signifie partage. Mais on peut penser à un commun faible, qui est un commun par assimilation, rendre l'autre semblable à moi, le faire perdre sa différence et le rendre semblable à moi, l'assimiler. Ou alors un commun riche, qui sera ce commun produit dans l'antre ouvert par écart. Et pourquoi produit? Parce que
l'écart ouvrant de l'antre et maintenant l'autre en regard est un écart tensionnel. L'antre est tensionnel, l'antre est en tension. Et comme l'antre ouvert par écart est en tension, il peut être productif d'un commun promu, et non pas d'un commun rabattu par assimilation. Exemple, vous allez me dire, ça c'est l'abstraction du philosophe. Si je m'écarte de ce pupitre, je fais apparaître de l'antre. Simplement ça. Si je m'écarte de ce pupitre, je fais apparaître de l'antre. Voilà, c'est simple. Je fais apparaître de l'antre puisque les deux restent en vis-à-vis. Bon, exemple tout simple, si j'ai deux tableaux à placer chez moi, un Michel-Ange et puis un Picasso, je vais chercher comment les écarter. C'est-à-dire comment les écarter, donc ouvrir une distance entre eux, mais qui les maintiennent en regard. Et qui, dans cet antre ouvert par cet écart entre les deux tableaux, vont les faire ressortir l'un et l'autre. Et donc, ouvrir un antre d'échange, un antre communiquant entre ces deux tableaux, comme ça, écartés l'un de l'autre. Donc, vous voyez, l'importance de l'écart, c'est que l'écart fait apparaître un champ de tension. Donc, l'écart ouvre de l'antre, un antre tensionnel, parce que, ouvert dans ce vis-à-vis, l'écart maintenant l'autre en regard, qui fait donc qu'il y a un champ qui s'ouvre, un champ de tension qui met en valeur et qui échange. Au fond, si je reprends l'exemple des deux tableaux que j'écarte l'un de l'autre, chacun se met maintenant en regard de l'autre, et donc, laissant activer un antre d'échange et de communication entre eux, les mettant en valeur, vous voyez que la vertu de l'écart ouvrant cet antre, c'est qu'il laisse passer. L'antre laisse passer, laisse se passer. Cet antre ouvert par écart et maintenant l'autre en regard. Alors, ces exemples, je peux les trouver aussi d'abord dans l'art. Dans l'art. J'aime beaucoup cette formule de Braque. Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. Au lieu de peindre seulement la pomme et l'assiette, non, il y a de l'entre la pomme et l'assiette. Ça se peint aussi. Donc, à l'encontre de la peinture classique qui peignait les choses en tant que choses, la pomme, l'assiette, pensez que ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la peinture contemporaine l'entrepeint. L'entrepeint. Oui, c'est une belle notion. Vous savez que les artistes pensent avant les philosophes. Vous voyez, je ne prends pas la position haute. Je prends la plus basse parce que je dis qu'au fond, ce qui est d'abord inaugure, c'est le geste de l'artiste. Et le philosophe vient après. Comme dit Hegel, la chouette de Minerve se lève le soir. Elle vient tard, j'espère pas trop tard. En architecture, j'ai eu récemment une conversation avec ce grand architecte, Porzenpark, qui me disait effectivement, on a appris dans l'école d'architecture à construire des immeubles, des unités, des entités, et non pas à penser l'entre, entre les immeubles. Or, c'est entre les immeubles qu'on vit. C'est là qu'on circule, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Dans l'art du paysage, les paysagistes contemporains vous diront, mais justement, organiser un paysage, l'aménager, c'est justement aménager de l'entre entre les différentes choses comme ça qu'on installe dans ce paysage. De l'entre, donc, qui fasse passer. Mais nous n'avons pas su penser l'entre. Nous ne savons pas penser l'entre. Et pourquoi? Pour une raison essentielle, c'est que nous pensons dans les termes de l'être. Et l'entre n'est pas de l'être. Nous avons pensé dans les termes de l'être, c'est la pensée grecque, qui s'est dépliée dans ce grand verbe grec de l'être. Donc, il a porté à penser en entité, ce qui est, en entité isolée, en entité isolée par des différences permettant de les définir. En étant, les étangs. Nous pensons en étant. Donc, nous n'avons pas passé l'entre. Pourquoi? Parce que l'entre n'est pas de l'être. Si je dis ça en anglais, between is not being. L'entre n'est pas de l'être. Car l'entre, c'est ni l'un ni l'autre. L'entre n'a pas de propriété. L'entre n'a pas d'identité.
L'antre n'a pas d'en soi. L'antre n'a pas d'être. C'est pourquoi cette notion de l'antre, je la reprends du côté de la pensée chinoise. Parce que la pensée chinoise, justement, ne passant pas, d'abord la langue chinoise, ne s'exprimant pas en termes d'être, a su approcher cette capacité de l'antre. Au fond, la grande raison pour laquelle j'ai étudié le chinois venant des Grecs, c'était quand j'ai appris que le verbe chinois n'avait pas, enfin, que la langue chinoise n'avait pas le verbe être. On peut dire à la prédication, je suis ici, on ne peut pas dire je suis. To be or not to be, n'est-ce pas? Et ce qui était tragique dans la pensée européenne, être ou ne pas être, l'être ou le néant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'une langue qui ne pense pas dans les termes de l'être? Elle pense justement la fonction de l'antre. D'ailleurs, le sinogramme de l'antre en chinois, c'est un beau sinogramme parce qu'il représente une porte avec 2 battants et puis la lune dessous, entre les battants. Le rayon de lune qui passe dans l'interstice de la porte. Ça, c'est l'antre. L'antre, donc, laissant passer, n'est-ce pas? Pour dire le monde, en Chine, on dit « Tiens, dit je tienne ». Entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. C'est ça le monde. C'est ces flux continus qui ne cessent de monter et descendre et de relier le haut et le bas. Donc, du fait même qu'il n'a pas d'être, qu'il n'a pas d'en soi, qu'il n'a pas d'identité, qu'il ne se pense pas en termes de différence, qu'il n'a pas d'essence, l'antre est par où ça passe. Ça se passe. Vous entendez là, du côté chinois, le terme de la voix, du Tao, par où ça passe. Mais parce qu'il n'est pas de l'être, parce qu'il n'a pas d'en soi, parce qu'il n'a pas d'essence, l'antre est opératoire. C'est sa vocation. Parce qu'il n'est pas de l'être, il est opératoire, laissant passer. Il est la voie. Par où ça passe, ça se passe, par où ça marche. La voie de la viabilité. Bon, je parais sans doute encore assez loin du terme du coaching, mais je m'y rapproche. Je m'en rapproche parce que je pense que le coaching, c'est justement de créer du viable, par où ça puisse passer. Bon, une image de cela qu'on peut prendre dans la pensée chinoise, mais qui n'est pas qu'une image, c'est la respiration. La respiration, le fait de passer entre notre corps, notre être physique, est constituée par toute cette possibilité de canaux qui permettent de faire passer la respiration de part en part. Ça passe, la respiration. Pensez à la formule du Zhuangzi quand il est dit « L'homme du commun respire à partir de la gorge, le sage respire à partir des talons. » C'est donc tout son être physique qui est traversé dans cet antre, n'est-ce pas, de nous-mêmes par la respiration qui l'anime. Vous savez, il n'y a pas en Europe de philosophie de la respiration. Une philosophie de la perception. Et même quand on a pensé la phénoménologie, donc au plus près des phénomènes, eh bien pensé, Merleau-Ponty, la phénoménologie de la perception. En même temps, je suis un être percevant et respirant, donc je suis dans cette, disons, double possibilité ou double nécessité. Mais voyez que nous avons plus réfléchi à la perception, la vue et tout ce que j'évoquais si rapidement tout à l'heure, et sans penser peut-être cette fonction essentielle du passage, du traversé, de la respiration, qui tient animé et qui fait la vertu de l'antre. Il y a une scène très belle, si je fais un vis-à-vis entre les cultures, et là, pour une fois, c'est facile à pointer, c'est qu'il y a du côté grec et du côté chinois la même image du boucher, le boucher qui découpe. Mais du côté de Platon, dans le Tête-à-Tête, c'est le boucher de l'être, justement. Et il découpe l'être en parties constitutives, en cherchant à ne pas les abîmer. La partie droite de l'amour heureux et la partie gauche de l'amour néfaste. Et comme ça, Platon découpe. Il y a la même scène à la même époque, alors que les deux contextes de civilisation ne se connaissent absolument pas, ne savent absolument rien l'un de l'autre. Du boucher dans le Zhuangzi, qui découpe lui aussi un bœuf. Donc la même scène, découper un bœuf, mais non plus comme découper en parties constitutives, l'analyse, tout ce qui est, disons, le grand geste de la division, qui a tant marqué la pensée grecque et la nôtre. Pensez à Descartes, n'est-ce pas, la seconde règle de la méthode, divisée en petites parties constituantes. Dans autant de parcelles, dit Descartes qu'il le faut. Et du côté chinois, le boucher, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait passer son couteau dans l'antre. Dans l'antre, et donc
comme il a l'art de faire passer son couteau dans l'antre, son couteau ne rencontre aucune résistance, ne se heurte à rien, et donc ne s'use pas. Et il dit, ça fait 10 ans que j'use le même couteau, il est comme s'il était, il venait juste d'être aiguisé. Parce qu'il trouve toujours de l'antre par où passer. Et il faut penser dans cette scène du Zhuangzi, il s'agit de dire qu'est-ce que c'est que nourrir sa vie. Yang Sheng, grande question chinoise, nourrir sa vie, pas seulement son corps, restrictivement, non, pas non plus son âme de façon figurée, mais nourrir sa vitalité. Yang Sheng. Terme encore en usage aujourd'hui. Et bien justement, c'est de cette image du couteau qui passe dans l'antre, et donc qui ne s'use pas, qu'on peut comprendre ce que c'est que laisser respirer en soi sa vitalité sans qu'elle vienne à s'épuiser. Et commencer justement à nourrir sa vie. Oui, c'est vrai, il me faut 3 jours pour commencer à organiser un peu ce vis-à-vis entre des pensées qui sont aussi riches de part et d'autre et que nous sommes conduits aujourd'hui à faire communiquer. Il y a en effet 2 conceptions de l'antre possibles. L'antre tel que les Grecs l'ont compris, métaxu en grec. L'antre en termes d'être, c'est l'intermédiaire. C'est ce qui est entre tel et tel. Par exemple, les héros entre les hommes et les dieux, ou l'opinion entre le savoir et l'ignorance, ou le gris, comme dit Aristote, entre le noir et le blanc. Là, c'est de l'antre intermédiaire. Donc c'est un niveau d'être entre 2 autres niveaux d'être. Alors que l'antre chinois, dans une langue chinoise qui ne pense pas en termes d'être, c'est donc l'antre du passage, de ce qui traverse. Je vais prendre un exemple. Dans un art de peindre chinois, on vous dit comment peindre un cheval fougueux, un cheval comme ça animé, un cheval en essor. Alors, si je peins seulement le pelage, la cravache, la selle, le museau, c'est mort. En même temps, si je ne peins pas ça, il n'y a rien. Où se trouve cette fougue du cheval, cette capacité donc d'élan qui le caractérise? Eh bien, il est dit, la formule est belle. Ce qu'on entend par un cheval fougueux, je cite, se trouve totalement dans l'antre. Dans l'antre, l'antre du poil, de la mangeoire, de la cravache, de la selle. C'est dans l'antre. C'est là que ça passe. C'est là que se passe cette disons, élan, disons, animant du coursier. Je crois que la pensée moderne s'est ouverte à cela, justement parce qu'elle est sortie des termes de l'être. Prenez la peinture. Avec l'impressionnisme, on sort des termes de l'être. On ne peint plus telle chose, on peint quelque chose qui passe. C'est pas une atmosphère, quelque chose qui traverse et non plus qui est cerné en entité. Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. Donc l'antre, ce qui m'intéresse à le penser, c'est que c'est un terme discret. Non pas qui s'affiche, non pas qui s'impose, discret. Mais justement, disons, ou plutôt laissant passer cet antre effectif, donc le caractère opératoire, l'opérativité qui traverse, non pas qui serait réductible en rôle, en assignation, en sujet. La pensée de l'être, qu'est-ce qu'elle fait fondamentalement? Elle assigne. Elle donne sa caractéristique et son lieu aux choses. Comme telle, elle a son utilité. Elle a permis la constitution de la science classique. Mais penser une pensée qui n'assigne plus, qui n'attribue plus en apanage, en termes de qualité ou de propriété, mais donc opératoire parce qu'elle laisse passer, qui n'a plus son lieu propre, donc qui n'est plus non plus reconnue comme telle. Alors, cette vertu de l'antre, vous l'entendez dans les termes les plus communs, certains sont par le tableau, quand vous dites l'interdisciplinarité. Justement, c'est que les disciplines sont isolantes, par différence de capacité. Mais il y a de interdisciplinaire, qui n'est pas de mettre ensemble et de confondre surtout pas les disciplines, mais de faire apparaître cet antre actif qui les réfléchit l'une l'autre et qui ouvre ce qu'elles ont d'isolé dans leurs différences pour les faire communiquer et donc réengager la recherche à partir de cet antre. Intersubjectivité, cet antre-là, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement des sujets isolés dans leurs différences. Rien n'est plus sot de dire que je défends ma différence. Non, je défends ma singularité, pas ma différence.
car défendre sa différence, c'est justement produire de l'isolement. Intersubjectivité, on pourrait dire aussi bien interobjectivité. La peinture contemporaine, c'est justement ça qu'elle fait. Promeut l'interobjectivité. J'ai vu un mot apparaître tout à l'heure, intermède. C'est quoi l'intermède? Justement, c'est discret, l'intermède. C'est entre deux choses, il y a de l'intermède, c'est-à-dire un temps qui paraît moins fort, et en fait celui où on commence à se reposer, à réfléchir, où se passe quelque chose, mais qui n'est plus assignable en termes de fonction, d'utilité. L'intermède, n'est-ce pas? Donc quel est ce discret qu'il faut savoir capter pour justement réanimer, réengager, réactiver? Je vois que vous me faites signe, donc j'accélère un peu plus. Emploi de l'antre. Il y a un mot que je trouve précieux, entretien. Bon, vous pensez l'entretien du ménage, oui, mais déjà, entretenir une conversation, c'est pas rien. C'est tenir de l'antre entre nous. Et je pense à un sens plus ancien, le sens premier, de entretenir, quand on dit qu'une poutre entretient l'architecture. Une simple poutre peut tenir l'antre et faire que ça tienne, faire que toute l'architecture tienne. Est-ce que le coach n'est pas quelqu'un qui entretient dans ce sens-là? Cette poutre discrète qui fait tenir toute la structure. Bon, vous voyez que là, j'ai une position haute pour le coach. Alors, il y a un mot qui me paraît essentiel en français, qui ne fait que dire le latin, l'intérêt, intéresser. Intéresser en latin, c'est inter esse, être entre. Alors l'intérêt, quand on dit s'intéresser à quelque chose, active justement cette fonction du entre qui importe. Parce que interesse en latin, ça signifie ça m'intéresse, ça m'importe. Inter esse, intérêt, intéressé. Vous voyez, c'est le latin qui parle là, et non pas moi. Pour dire simplement que cet être entre, justement, c'est ce qui suscite, c'est ce qui, disons, fait émerger, et je reprends le terme qui est apparu au tableau. Donc le coach. Je dirais que le coach, pour sa posture, est un praticien de l'écart et de l'antre. Son rôle est d'ouvrir de l'écart. Un écart par rapport à la position convenue, attendue, enlisée, sans plus d'effet. Il ouvre de l'écart. Par là, il permet de décoïncider. C'est un terme de mon vocabulaire pour dire cette chose très simple, c'est quand les choses coïncident, c'est mort. On croit que c'est bien, mais c'est mort. Coïncider dans notre langue, coïncider à deux sens. Le sens premier, géométrique, quand deux lignes ou deux surfaces se recouvrent complètement, ça coïncide. Puis un tout autre sens de coïncider dans la langue. Ah, quelle coïncidence! Là, ça signifie le fortuit. Or, le même verbe, voyez, est creusé, travaillé par cet écart essentiel, de dire aussi bien l'adéquation parfaite, ça coïncide, que l'imprévu, le fortuit. Quelle coïncidence, pure coïncidence. Il faut penser cette tension au sein même de ce verbe, qui me paraît en faire un verbe riche, et qui nous fait apparaître que quand, au sens de se recouvrir complètement, coïncider, de surface ou de lignes qui se recouvrent parfaitement, cette adéquation, c'est la mort. C'est parfait, mais c'est mort. C'est le paradis, si vous voulez. Plus de désir, plus de manque, plus de failles, ça coïncide. Ah, on s'ennuie. Donc, je crois que l'écart, c'est une façon, vous voyez, je vais essayer de dire, fait décoïncider. Ça nous sort de la coïncidence qui est mortelle. Et décoïncider, j'y tiens parce que c'est pas seulement la rupture. On dit, bon, on est une sorte de mythologie de la rupture, mais la rupture, d'où vient-elle, la rupture? Quel Dieu la provoquerait? Décoïncider, ça se fait du dedans. C'est que la situation, parce qu'elle coïncide, est conduite d'elle-même à défaire cette coïncidence interne et à se remettre à travailler. Donc, cette décoïncidence, c'est le négatif qui réactive la situation en la fissurant. Vous voyez, la décoïncidence vient du dedans, parce que la coïncidence, c'est donc l'assentiment, c'est l'adéquation, donc l'assentiment, donc l'accord, l'adéquation, tout ça, c'est parfait. C'est donc la positivité. Et cette positivité, elle est mortelle. Donc, la décoïncidence, c'est ce processus qui, de l'intérieur, vient rouvrir du manque, vient ouvrir une faille, et donc remet en activité. Vertu de l'écart. L'écart a donc cette vertu de faire émerger la décoïncidence. Et je dis émerger que j'ai trouvé tout à fait remarquable que le terme soit écrit en gros sur le tableau, parce que la décoïncidence, c'est ce qui permet de faire réémerger quelque chose.
Émerger est un terme important. Et prenez-le déjà dans le sens le plus... Ce terme de coïncidence, à plus grande échelle. D'où venons-nous? Nous venons... Qu'est-ce qui fait que nous sommes des hommes? Eh bien, c'est parce qu'un écart s'est ouvert dans la naturalité, dans le monde. Un écart s'est ouvert par celui qui viendra l'humain, qui a décoïncidé du régime naturel, qui a ouvert un écart, qui s'est risqué. Et cet écart a été l'aventure humaine. Donc, il y a deux verbes à mettre en rapport. On dit, la théorie de l'évolution, l'homme s'est, disons, civilisé par adaptation. Mais il y a un autre mot qu'il faut mettre en regard. Oui, l'homme s'est adapté au milieu, au changement climatique, etc. Mais il s'est aussi ex-apté. Je pense qu'il faut penser ça dialectiquement. On s'adapte, mais on s'exapte. C'est-à-dire, on sort de l'adaptation de la coïncidence, de la positivité installée, et on s'en sort ex-apté. Non pas inadapté, mais ex-apté. Ex-aptation et adaptation. Nous sommes dans ce rapport d'adaptation et d'exaptation, et l'homme est venu par, justement, c'est à émerger par ex-aptation et adaptation. Ce qui permet de comprendre à la fois la continuité et l'émergence de radicalement nouveaux. Radicalement nouveaux de penser, de parler. Donc comment essayer d'articuler les deux si ce n'est par décoïncidence, c'est-à-dire ce processus interne qui fait que les adaptations, en s'installant, en s'instaurant, sécrètent une positivité mortelle et qu'il faut donc qu'elle se fissure d'elle-même, de l'intérieur d'elle-même, pour ouvrir la possibilité d'une émergence. Vous me suivez? Bon. Non, je pense que ce terme de décoïncidence peut être important dans l'univers du coach, ou du coaching, parce qu'au fond, il rend compte de ce qui a été marqué là précédemment comme étant cette vocation à faire réémerger du possible. Or, c'est par décoïncidence, sinon d'où cela viendrait-il? C'est par décoïncidence, en défaisant les coïncidences, les équations adaptées, donc enlisées, perdues dans leur positivité, qu'on peut faire émerger de nouveau, ouvrir de nouveaux possibles. Et je pense que c'est là la vocation du coaching. Donc, le coach, praticien de l'écart et praticien de l'antre. De l'antre ouvert par écart, de l'antre ouvert au sein même du sujet, de l'antre ouvert entre les sujets, cet antre tensionnel, réflexif, laissant passer, et donc par lequel quelque chose peut à nouveau émerger. Donc, le coach homme de l'écart, qui sort de l'attendu, du convenu, ce qu'on dit trop facilement quand on dit faire un pas de côté. C'est peut-être pas suffisant, faire un pas de côté, expression banale et donc facile à entendre, mais c'est pas seulement un pas de côté, c'est pas de la marginalité, c'est de l'écart, c'est de la tension, c'est donc la capacité d'ouvrir une nouvelle possibilité. Homme de l'antre laissant passer, donc rouvrant de la viabilité. Viabilité et non pas vérité. C'est là, je vois qu'il y a un déplacement à faire, ne plus penser dans les termes de l'être, mais les termes de l'opératoire. Et peut-être se décaler aussi de l'omnipotence de la pensée de la vérité pour penser la viabilité. Et là, je rejoins bien sûr le grand terme chinois de la voie Tao. Alors, oui, laissons advenir, favorisant cette viabilité, la favorisant si bien qu'elle paraît venir d'elle-même. Là-dessus, je vais définir en réévoquant ce terme de la transformation silencieuse. La transformation silencieuse opérée par le coach est discrète. Non pas majestueuse, non pas en plein, comme l'antre est discret, au point qu'on peut ne pas la remarquer. Au point qu'on ne peut pas la remarquer, peut-être même, saura-t-on la reconnaître? Saura-t-on remercier le coach? Merci de votre attention.